Je rencontrais dernièrement Jeannette Bertrand, puis elle disait, en vieillissant, il faut se forcer. Et j'aimais ça. J'aimais beaucoup ça. Puis c'est vrai qu'il faut éviter de rester seul. Je m'appelle Luc Morris, président exécutif et fondateur du groupe Morris. Bienvenue dans cet épisode spécial du balado Dans quelques années. Un balado qui discute de sujets ou d'enjeux qui concernent les aînés. Aujourd'hui, je vous propose une discussion en tête-à-tête avec Mme Sonia Bélanger, la ministre responsable des aînés au gouvernement québécois. Un épisode hors série qui nous donne l'occasion de témoigner plus largement de notre vision d'une société où vieillir est véritablement un privilège. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui est en position de mettre en place des initiatives porteuses pour les aînés plus âgés aujourd'hui, mais c'est bien elle. Dans les faits, plus de 3000 personnes âgées en perte d'autonomie importante s'ajouteront chaque année à la population québécoise. Tout un défi, mais vous verrez, on ne demande pas d'idées. Sonia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je me permets de vous appeler Sonia parce qu'on a collaboré tellement souvent au cours des 10 dernières années dans différentes organisations touchant les aînés. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. D'entrée de jeu, je vous demanderais, les gens vous connaissent pas tous autant que moi, et je vous demanderais de me dire, mais pourquoi donc quelqu'un comme vous, qui est infirmière en tout début de carrière, qui a monté tous les échelons comme ça pour finir comme grande patronne du CIUS du Centre-Sud, qu'est-ce qui vous a poussé à aller en politique? En fait, pour moi, c'est comme un cheminement normal, naturel. J'ai été infirmière dans ma vie, j'ai été gestionnaire, j'ai géré un gros établissement à Montréal avec une dimension sociale qui était très importante. Et puis, j'avais 17 CHSLD, notamment dans le CIUS, et l'Institut de gériatrie de Montréal. J'avais plusieurs CLSC, puis des équipes de soutien à domicile qui étaient vraiment très dynamiques. Et moi, j'ai appris à travers toutes mes expériences. J'ai appris avec les usagers, avec les patients, avec les professionnels. Et puis, j'étais rendue à un moment dans ma carrière où je devais prendre une décision. Est-ce que je continue, dans le fond, dans le système public? Puis j'adorais ce que je faisais. Mais j'ai eu une occasion, à un moment donné, de rencontrer M. Legault. Puis, il m'a dit, peut-être que ça serait intéressant, si tu as le goût de faire de la politique, de te joindre à notre parti. Et puis, j'ai pris une décision assez rapide. Je savais que pour moi, c'était une façon de continuer à faire ce que j'ai fait toute ma vie, mais de façon différente. Un élément qu'on partage beaucoup, vous et moi, c'est le respect et l'amour des aînés, entre autres face à l'âgisme et face à l'ensemble de tout ce que ça implique le mieux vieillir. Comment vous voyez ça, vous, le mieux vieillir au sens large? Parce que moi, je vois, c'est presque un petit peu de l'âgisme quand on parle des aînés en général, parce que c'est tellement large comme entité. Je suis inconfortable un peu. Comment vous voyez ça, vous? Il y a actuellement 2 millions de Québécois et Québécoises qui ont 65 ans et plus. Puis, il faut éviter de faire des catégories. C'est comme si on disait les jeunes sont tous dans la même catégorie, les enfants sont tous dans la même catégorie. Il n'y a pas de ministère des enfants. Les adultes sont tous dans la même catégorie et les aînés, à partir de 65 ans, toute une catégorie. Alors, il faut vraiment éviter de faire ça. Puis je pense que ça commence comme ça. Il y a une prise de conscience collective à avoir. 2 millions de Québécois, Québécoises qui ont 65 ans et plus, dans cette strate-là, il y a des besoins qui sont fort différents. Puis allons-y d'abord avec les personnes qui arrivent à la retraite, qui ont construit le Québec d'aujourd'hui. C'est des gens qui ont milité, qui ont développé, qui ont fait des carrières. Et ces gens-là arrivent à la retraite. Puis la retraite, ça aussi, c'est un autre mot là, qu'on pourrait mettre entre guillemets. Ils veulent faire d'autres choses. Ils veulent continuer de faire une différence. Ils veulent prendre du temps pour eux, avec leur famille, avoir des loisirs, faire du bénévolat. Certains veulent rester sur le marché du travail de plus en plus. On voit ça, puis moi, je salue ceux-là, tout à fait. Et ces personnes-là veulent donc
continuer de développer leur vie en termes qualitatifs. C'est une belle période de la vie parce que souvent, on est dégagé de nos jeunes enfants, de nos responsabilités parentales, familiales, professionnelles. On a souvent encore beaucoup d'énergie. Tout à fait. On a plus de sous que nos enfants ou que les enfants de nos enfants. Les statistiques le disent, on est plus heureux. Le moment où on est plus heureux dans notre vie, c'est entre 60 et 72 ans. On fait plus de bénévoles que tous les autres strates d'âge dans la société. Alors, c'est pas rien, on a une utilité sociétale, je pense. Tout à fait, puis c'est vraiment important. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut changer notre regard sur le vieillissement. Puis les gens de 65 ans et plus, ils me disent, nous, on veut pas être considéré comme quelqu'un qui s'en va vers une perte d'autonomie. Ça aussi, c'est un mot que je n'aime pas. Hein? Tu sais, qu'il y a beaucoup de mots qu'on n'aime pas. Agisme, retraite, perte d'autonomie. Et je trouve qu'il faut qu'on change notre discours aussi. Alors, on a une belle occasion de changer les choses. Moi, en tout cas, je peux vous dire que plus jeune, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, si je n'avais pas eu au moins 4 jusqu'à 6 personnes de 70 ans et plus qui m'ont guidé, qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé, on ne serait pas ensemble pour se parler aujourd'hui. Ouais. Alors, moi, je leur dois quelque chose. Avez-vous eu des gens, vous, qui ont fait une différence dans votre vie et qui étaient plus âgés? Oui, vraiment. Hein? Je dirais que les personnes qui ont eu une influence sur moi puis qui m'ont guidée, c'était toutes des personnes qui étaient vraiment plus âgées que moi. En particulier, je peux la nommer, mon mentor, qui est Mme Micheline Ulrich, qui a été ma présidente de conseil d'administration pendant plus de 12 ans. Elle m'a suivie dans mon rôle de PDG, d'abord comme directrice générale au C3S Sud-Ouest Verdun. Par la suite, quand j'ai démarré le CIUS Centre-Sud, elle est venue aussi comme présidente du conseil d'administration. C'est une infirmière de profession. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup guidée. Et dans les moments difficiles aussi, notamment, parce que vous savez, quand on dirige une grande organisation, mais très souvent, on se retrouve seul, au sommet. Souvent, on a notre équipe de direction, on a donc des équipes autour de nous, mais je pense que c'est vraiment important qu'on puisse identifier dans nos vies personnelles des gens qui font une différence pour nous. Puis ça se passe pas au niveau de la connaissance intellectuelle. Ça se passe plus au niveau du regard que cette personne-là pouvait porter sur certaines situations que je vivais. C'était vraiment quelqu'un là qui m'a beaucoup accompagnée, puis j'ai gardé un contact avec elle vraiment extraordinaire. Jeanne Sauvé, j'étais l'adjoint de cette dame-là, qui est une grande communicatrice, une grande culture. Moi, j'étais un petit gars de Laurier, des Lormiers, qui au fond, était très curieux à 25 ans, mais qui n'avait pas cette culture-là. Alors, moi, j'ai appris beaucoup. Je disais aussi sur certaines littératures qui parlaient de villages dans le monde entier où la qualité de vie, le calimètre de bonheur et la longévité étaient nettement plus importantes qu'ailleurs. Et souvent, on associait ça à la socialisation intergénérationnelle. Alors, dans ces villages-là, les gens se parlaient beaucoup. Grand-papa, grand-maman, petit-enfant, tout ça, il y avait beaucoup d'interactions avec le voisinage. Tricoté serré, comme on dit ici. Et je me demande, comment est-ce qu'on peut créer ça ici au Québec, d'inclure tous ces gens-là dans la société, tous ensemble, de part ou d'autre? Dans le fond, la qualité de vie, pour moi, au niveau des aînés, ça repose sur 3 dimensions. La première, avoir un toit sur la tête, de qualité, accessible. Avoir de quoi se nourrir, de qualité. Puis la 3e dimension, c'est exactement ce que vous venez de dire, Luc, c'est tout le volet de mon rôle dans la société. Et la place que je prends dans la société, dans ma communauté. Puis ça, c'est extrêmement important. Puis moi, j'ai le goût de dire aux personnes un peu plus âgées, tu sais, ça commence par le regard qu'on porte sur soi-même. Ça commence d'abord par ça. Et puis, je rencontrais dernièrement Jeannette Bertrand, puis elle disait, en vieillissant, il faut se forcer. Et j'aimais ça.
J'aimais beaucoup ça. Puis c'est vrai qu'il faut éviter de rester seul. Il faut donc aller à la rencontre des personnes. Puis il y a un effort à faire. Puis après ça, c'est un engrenage. Hein? Donc, d'avoir des amis, des relations, de faire partie d'un groupe. Si on n'a pas de petits-enfants, on peut quand même être exposé aux jeunes générations. Puis tu sais, c'est un message des personnes plus âgées qui ont une responsabilité d'aller à la rencontre des jeunes, et les jeunes aussi. Puis comment on peut concrètement aller là-dedans? Bien, vous savez, on a dans nos programmes en lien avec le vieillissement actif, tous les centres de services scolaires qui sont impliqués actuellement, les jeunes souhaitent faire du bénévolat. Donc, on a ouvert vraiment nos portes, notamment en maison des aînés, en CHSLD, pour qu'il y ait vraiment plus de rencontres entre les élèves du primaire, du secondaire. Et je vois ça un peu partout quand je vais dans les différents milieux d'hébergement. C'est tellement important. Puis il y a comme une connexion qui se fait entre les très jeunes et les personnes plus âgées. Il y a quelque chose là qui passe, qui est extraordinaire. Et puis ça, c'est vraiment important. Peut-être d'autres exemples dans des RPA qui ont des logements de libre, où on voit des étudiants du cégep, de l'université, qui vont avoir donc accès à un loyer en échange d'heures de bénévolat. Puis il y a plein d'expériences comme ça un petit peu partout dans différentes régions du Québec. C'est extrêmement intéressant. Puis il faut continuer via nos centres d'action bénévoles, entre autres. Alors, il y a une occasion. N'oublions pas aussi Ville Amis des aînés. Je termine avec ça. Mais le gouvernement subventionne les municipalités parce qu'ils ont un rôle à jouer, nos municipalités, dans le mieux vivre ensemble. Alors, donc ça, c'est important. Puis moi, il n'y a rien de plus vraiment agréable à voir, c'est quand j'arrive dans une municipalité, dans un petit village, de voir des personnes de toutes les générations ensemble. Dans un parc, par exemple, pour faire une image, des jeunes qui sont dans un skatepark, des aînés qui sont pas trop loin, des jeunes familles. Et c'est ça le mieux vivre ensemble. Parlons, si vous voulez bien, du côté des personnes plus âgées en perte d'autonomie, ce qui est le défi de demain, parce qu'une personne âgée, qui est simplement âgée, pas différent à mes yeux à moi qu'une personne de 40 ans ou de 30 ans, hein, avec d'autres enjeux, d'autres intérêts, d'autres affinités, d'autres besoins, mais c'est une personne en soi qui est libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Hein, pour moi, ça va. Mais dans le contexte du vieillissement de la population, dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui ont besoin de nous, puis on n'a pas les ressources pour servir comme on souhaiterait, vous et moi, le faire, je suis inquiet. Oui. Comment vous voyez ça, vous? Mais c'est important parce que, dans le fond, ce que je me rends compte avec les personnes qui sont dans un très grand âge, très souvent, ça vient avec une certaine diminution des capacités, puis avec une grande fragilité. Hein, Luc, vous le voyez, dans votre vie, vous avez donc géré des résidences privées pour aînés. Puis, et cette grande fragilité-là, on a une responsabilité comme gouvernement. Et puis, moi, la façon que je conçois ça, je me dis, j'ai comme responsabilité que les soins, les services soient accessibles. Ça, c'est très important. Puis l'autre responsabilité qu'on ne fait pas assez bien au Québec, c'est d'accompagner les personnes. Alors ça, c'est important. Fait que dans mon rôle de ministre, je me dis, il faut que les services soient accessibles. Que ce soit des services en médecine, des services psychosociaux, des services professionnels. Puis il faut être capable d'accompagner les personnes. Puis c'est souvent ça qui est difficile pour les aînés. Alors, donc, tout le volet de l'humanitude. Et puis, notre budget, qui est vraiment mis à la disposition de tous les services aînés au Québec, là, pour le système de santé, c'est 9 milliards de dollars. Pour les aînés en soutien à domicile, les aînés qui vivent dans des milieux d'hébergement. Puis pour vous donner un peu une idée, le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux puis du réseau de la santé, c'est 65 milliards de dollars. Donc la part aînée, elle est importante. Maintenant, il faut qu'on travaille beaucoup plus de façon collective ensemble. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut
être des meilleurs partenaires avec les RPA, avec les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile, avec les organismes communautaires, donc avec les municipalités. Et ça, c'est extrêmement important. Puis c'est ça le défi qu'on a, que tout le monde, ensemble, on puisse avoir des objectifs en lien avec le vieillissement de la population. Puis c'est là qu'on va faire une différence. Oui, et c'est, pour moi, vous avez tout à fait raison. Pour moi, Sonia, ça soutient encore plus l'élément de... Parce que si on veut réussir là-dedans, c'est une mission extrêmement importante, sociétalement parlant, il faut absolument décortiquer. Il faut faire des nuances et on ne peut pas tout faire pour tout le monde. C'est impossible. Ce n'est pas la mission de l'État, à mes yeux, à moi, d'héberger des gens qui souhaitent aller en résidence, par exemple. Ça absolument pas. Mais la mission de l'État, c'est de soigner des gens qui sont en grande perte d'autonomie. Ça, pour moi, c'est majeur. Alors, si on est capable de focusser puis d'analyser vraiment ces éléments-là, ça ne fait pas si longtemps, vous et moi, on sait qu'il y a quelques années seulement, les gens mélangeaient encore ce que c'était qu'une RPA puis un CHSLD. Quand on mélange ça à des niveaux importants, on ne peut pas prendre de décision sociétale efficace et correcte. Hein? Puis vous avez tout à fait raison, parce que dans le fond, les personnes plus âgées, ils vivent à leur domicile. Plusieurs font le choix de vivre en RPA, une résidence privée pour aînés. Et c'est leur domicile, en fait, vous l'avez dit, c'est du logement. Donc, il y a tout le réseau des résidences privées pour aînés qui est extrêmement important. Puis on doit travailler, nous, comme gouvernement, comme ministère, à faire en sorte de préserver, dans le fond, les aînés qui vivent là, qui ont besoin, en vieillissant, davantage de soins et des services. Puis c'est là qu'on peut mieux se connecter, hein? Gouvernement, ministère, les RPA. Et ça fait partie de ma vision. Puis oublions pas aussi que pour les aînés qui, en vieillissant, peuvent avoir certaines maladies, certaines incapacités, bien, il y a tout le réseau des CHSLD publics qui est important. Il y a les maisons des aînés. Et donc, on va continuer de développer aussi nos CHSLD, nos maisons des aînés qui sont le nouveau modèle. En retenant que les maisons des aînés, là, ce sont des CHSLD. Alors ça, c'est extrêmement important de faire la différence. Puis ça, le gouvernement a une responsabilité aussi à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs partenaires. Puis la responsabilité qu'on a, c'est les CLSC puis le soutien à domicile. Alors, donc, il faut qu'on travaille ensemble. Je travaille beaucoup avec le réseau des RPA. J'ai visité plusieurs RPA au Québec. Il y a des milieux extraordinaires. Tantôt, vous avez parlé de la dimension sociale. Les aînés qui vivent en RPA, bien, se retrouvent à se refaire des amis, à continuer d'apprendre, de se développer, de socialiser, des activités. Alors, il y a vraiment là, c'est important, un partenaire extrêmement important. Toute la notion de soins à domicile, et ça va chercher un côté un peu plus large. Pas encore aussi large que la population le pense, hein, quand même, mais quand même plus important, 10 à 15 % de gens qui sont touchés. Le soutien à domicile, hein, c'est l'avenir du système de santé. Absolument. Je le dis régulièrement au ministre de la Santé. Les hôpitaux, c'est important, mais si on veut prévenir, si on veut faire une différence, éviter que les gens, justement, se retrouvent à l'hôpital, donc c'est vraiment de miser sur le soutien à domicile. Alors, on a quelque chose d'extraordinaire au Québec. Les CLSC, qui peuvent faire la différence au sein d'une communauté. Des CLSC, là, il y en a partout au Québec, dans toutes les régions. C'est eux qui donnent les services de soutien à domicile au niveau gouvernemental. Donc, ce qu'on veut, c'est que dans chacun des quartiers, là où il y a un CLSC, qu'il y ait une coordination en lien avec les différents partenaires, organismes, pour bien connaître les personnes âgées d'un territoire, d'un quartier donné, organiser des services. Puis pour moi, le soutien à domicile, c'est la popote roulante. C'est les centres de jour qui peuvent être en CHSLD. Peut-être des centres de jour qui pourraient être éventuellement être dans nos RPA aussi. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder éventuellement. Les centres de jour, c'est un endroit où on peut recevoir les personnes âgées et organiser toute une série d'activités sur une journée, donc qui est vraiment intéressant, avec vraiment évaluation
par les professionnels, des activités individuelles, des activités de groupe. Un repas est offert, puis ça donne une journée de répit au prochain aidant. Vous voyez un petit peu, hein, c'est des choses qui sont pas si compliquées de mettre en place. Puis on a tout ce qu'il faut. Mais c'est des choses extrêmement complexes à mettre en place. Mais oui. pas complexes en soi. Oui. C'est les ressources et toute la coordination et les efforts, tant en ressources humaines qu'en ressources financières, pour y arriver. C'est titanesque à mes yeux. Mais c'est tellement important. C'est tellement important. Puis je vais vous dire, on est capable au Québec d'avoir des bons services de soutien à domicile. Peu importe que ça vienne du côté public, du côté privé ou du côté communautaire, puis il y a beaucoup qui vient du côté communautaire. Oui. Moi, ça m'est égal en termes de... Tant que c'est des services qui sont, d'une part, efficaces, donc qui permettent d'optimiser les sous et les ressources humaines. D'autre part, accessible. Ça ne donne rien de faire un service Cadillac si ça prend 4 ans pour y avoir accès. Hein? Puis enfin, des services humains. Pour moi, c'est les trois critères clés pour y arriver. Bien, on se rejoint tout à fait là-dessus. Le gouvernement ne peut pas tout faire et tout assumer. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec différents partenaires. Puis avec le privé, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mm-hmm. Et puis, c'est une des premières choses que j'ai mentionnées quand je suis arrivée en fonction, puis que j'ai rencontré les présidents, directeurs généraux des grands CCCIUS au Québec. Je leur ai dit, on va travailler à augmenter le soutien à domicile et tout ne sera pas seulement sur le dos du public. Il faut que vous créez des liens avec vos partenaires privés. C'est tellement important. Puis c'est vrai que le soutien à domicile, puis ça, c'est mon combat que je fais au Conseil des ministres pour aller chercher la part financière pour les CLSC, pour nos ressources intermédiaires. Les maisons des aînés, on a réussi. On doit continuer dans cette voie-là pour les personnes qui ont vraiment besoin. Je salue ça. Malgré les enjeux que vous avez eus dans le contexte de dépassement de coûts, tout ça, de réalisation, enfin, on arrête d'avoir des CHSLD à 4 lits par chambre, puis tout ça. Je salue les efforts titanesques que vous avez fait, le courage que vous avez eu de continuer malgré la critique. Et chapeau. Oui. Bien, je pense que c'est important. Puis, vous savez, on ne fait jamais l'unanimité quand on est en politique, mais il faut garder le cap. Puis moi, j'aime bien ce que vous avez mentionné tantôt. Les services accessibles, de qualité, puis l'humanité. C'est ça qui doit nous guider. Puis moi, là, c'est ça qui m'anime. Puis, oublions pas que j'ai aussi fait adopter une grande stratégie nationale en mai 2024, Fierté de vieillir. Avec Fierté de vieillir, on a mobilisé plus de 30 ministres et organismes. Ma vision, c'est chacun a une responsabilité en lien avec le vieillissement de la population. Puis d'ailleurs, la ministre de l'Habitation, elle a un projet extraordinaire avec vous. C'est vraiment extraordinaire. Sur l'UTN. Oui. Et ça, je salue. C'est un exemple. Là. C'est un exemple concret de comment on peut travailler ensemble. Pour moi, c'est aussi un exemple concret d'écouter les aînés. Moi, c'est simplement que pendant 25 ans, j'ai eu des gens qui sont venus me voir. Monsieur Maurice, on aimerait tellement déménager avec ma meilleure amie qui est là, dans telle résidence, mais je n'ai pas les moyens. Moi, je suis de l'école où s'il y a des gens qui ont un peu plus de sous, bien, qui en paient un peu, une partie, un peu comme on fait en CHSLD ou en RI, puis les gens qui ont moins de sous, bien, qui paient moins cher. Je pense que c'est ça, vivre en société, travailler ensemble, puis pour pouvoir desservir plus de gens. Tantôt, vous parliez de soins à domicile et des budgets que vous avez grandi, vous avez monté beaucoup les budgets, tout le financement des soins à domicile. Malgré ça, vous voyez que c'est titanesque comme effort et c'est difficile d'y arriver, même si vous avez les sous, parce qu'il y a toutes sortes de façons. Oui. Luc, vous le savez, pour les personnes âgées qui ont besoin de soins et services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est la responsabilité du gouvernement. Ça, c'est extrêmement important. Alors, au Québec, nous avons des CHSLD publics, des maisons des aînés qui sont des CHSLD publics. Puis il existe un programme qu'on appelle la contribution de l'adulte hébergé.
Un Donc, excellent programme. c'est un programme important qui permet de garantir des soins accessibles à toutes les personnes qui ont besoin et qui n'ont pas nécessairement des revenus toujours donc suffisants. Ce qui est important, comme vous l'avez Oui. dit, c'est que tout le monde ait accès rapidement à ça. Et ça prend des ressources pour ça. Et déjà qu'on est à près de 45 des budgets de l'État qui sont dédiés à la Oui. santé, il faut trouver des mécaniques qui fonctionnent pour la société. Oui, on est en train de regarder, notamment avec la politique de soutien à domicile, on est en train d'examiner les crédits d'impôt, maintien à domicile, de voir comment on peut faire évoluer dans le temps ce crédit d'impôt en fonction du revenu des personnes. Je pense que c'est un élément important qu'on est en train d'examiner. Alors, et la politique de soutien à domicile va faire en sorte qu'on va aussi se questionner sur la viabilité économique de notre système de soutien à domicile actuel. Fait qu'on est en pleine réflexion pour continuer. L'objectif, là, c'est de desservir plus de personnes qui ont des besoins, travailler avec l'ensemble des partenaires, puis faire en sorte qu'il y ait une équité, puis une accessibilité. Est-ce qu'il y a moyen, selon vous, que le privé puisse être plus ou moins présent, mais qui soit d'un excellent partenariat avec le public? Bien, écoutez, je pense que c'est essentiel. C'est impossible que le système public, et je le mentionne là, puisse prendre en charge toute l'offre de services aux aînés. C'est utopique de penser ça. Donc, un exemple, parce qu'il y a le privé, il y a les RPA. Il y a des RPA qui travaillent en étroite collaboration avec leur CIS et leur CIUS. Il y a des modèles extraordinaires. Je nommerai pas les régions, là, mais vraiment, c'est exemplaire. Oui, tout à fait raison. Hein? Et où, donc, les CLSC vont évaluer les besoins, supposons d'une personne qui vit seule, qui n'a pas de proche aidant, qui a besoin d'aller en CHSLD, puis supposons qu'il n'y a plus de place au CHSLD. Donc, la personne, on ne veut pas qu'elle se retrouve à l'hôpital, puis qu'elle reste à l'hôpital des semaines et des semaines. Donc, certains CLSC, ce qu'ils font, ils vont convenir avec une RPA qui donne des soins d'acheter des services complets à la RPA. Donc, c'est, autrement dit, le public qui prend en charge, avec le consentement de la personne et de sa famille, de pouvoir héberger cette personne-là en ressources intermédiaires, en RPA soins, mais avec les mêmes conditions que si elle était dans le public. Puis, tu sais, une RPA qui donne des soins, parce que je fais les différences, il y a différentes catégories de RPA. Mais supposons une RPA qui donne des soins. Mais pourquoi on n'aurait pas une petite équipe CLSC, infirmières, des préposés, des physiothérapeutes, travailleurs sociaux, qui soient localisés au sein d'une RPA? Oui, je connais trois Fait que c'est extraordinaire. ressources intermédiaires, là, où il y a une équipe sur place de 3 à 4 infirmières à même la ressource intermédiaire oui, tout à fait. et qui Exactement. déploie un tas de choses comme oui, ça. dans les ressources intermédiaires, des CIS et des CIUS qui placent leur personnel. Ben oui, c'est exactement ça. Mais c'est ça qu'il faut faire. Je vous propose de vous projeter dans le temps. Je vous dis, si jamais vous et moi on a la chance d'avoir 85 ans, si jamais ça arrive, et en santé, comment vous vous voyez à cet âge-là? J'espère que je vais rester qui je suis. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour faire ça, ben, il faut que je travaille sur mes habitudes de vie. Donc, l'alimentation, l'exercice physique, prendre soin de moi, prendre soin des autres. Fait que ça, on dirait qu'en vieillissant, cette dimension-là elle devient importante. Hein? Tu sais, on est très conscient que c'est important si on veut vieillir avec des années de qualité de vie. Bien, il n'est jamais trop tard pour avoir des bonnes habitudes de vie. Ça, il y a plusieurs médecins qui me l'ont dit aussi. Question de discipline. Mais moi, je souhaite rester active. Vous savez, dans ma vie, puis j'en parlais avec mes enfants, puis j'ai souvent cette discussion-là avec eux, puis des fois, c'est un peu le sentiment de culpabilité, mais moi, ma vie professionnelle a été mon point d'ancrage dans ma vie. Ça a été, dans toute l'évolution de ma vie, mon travail a été extrêmement important. Des fois, je parle de ça avec d'autres femmes, puis ils me disent, ben, tu sais, ben moi, c'est mes enfants, ma famille. Puis moi, j'étais toujours mal quand je devais répondre à ça parce que je me disais,
Je peux pas dire que c'est pas mes enfants. Mes enfants, je les adore, je m'en suis occupée, là. Mais mon véritable point d'ancrage personnel, là, ça a été mon travail. Tu sais, puis dans la vie, c'est pas tout égal, hein. Des fois, on a des périodes un peu plus difficiles, etc. Mais, fait que, pour répondre à votre question, à 80-85 ans, mon point d'ancrage, c'est ça. Mais tu sais, ma famille est présente et tout ça, je vais être sûre que tout va bien, mais mon point d'ancrage, c'est le travail. Peut-être que je travaillerai pas toujours, mais je vais toujours continuer de m'impliquer. C'est tellement important. Fait que, je sais pas, là, je suis en politique, j'adore ça. J'ai l'intention d'y rester le plus longtemps possible. Ça, c'est... On verra pour la suite. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime actuellement. Mais sinon, je vais continuer à faire d'autres choses. Puis... c'est tellement important. Puis, tu sais, on veut continuer à 80-85 ans. Puis, il y a plein d'exemples dans vos résidences aussi. Tu sais, on veut continuer d'aimer. On veut continuer d'apprendre. On veut continuer de se développer. D'être utile. Être utile. Alors, ben oui, il faut être fier de vieillir. Écoutez, moi, je peux penser à au moins 3 personnes. 3 personnes, Sonia, là, qui m'ont dit, en visitant les résidences, on a quand même 14 200 personnes chez nous, là, et en mangeant avec différentes personnes, puis des gens qui nous regardent dans les yeux, puis qui nous disent, je Maurice, pour toutes sortes de raisons, si je décortiquais ma vie en strates de 5 ans, puis j'analysais, ou je pense entre autres à une professeure de secondaire qui me disait ça, très, très belle dame, des yeux très perçants, là, et qui me disait... les derniers 5 ans, ici, à telle résidence, c'est les 5 années les plus heureuses de ma vie. Alors, pour moi, je ne suis pas là pour la santé des gens, je suis là pour le bonheur. Puis le bonheur, pour moi, c'est des services de qualité accessibles et humains. C'est là que ça se passe pour moi. C'est d'essayer de faire en sorte que les gens aient un tout petit peu une meilleure qualité de vie aujourd'hui qu'ils l'avaient avant de venir en résidence. Et ça, pour moi, c'est important. Mille merci, Sonia, d'être ici avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté. Et vous faites un travail titanesque. Vous êtes sur le terrain. Alors, on salue votre apport à la société. Oui. Mais, Luc, merci, parce que l'apport à la société, vous incarnez ça aussi vraiment de façon extraordinaire. Alors, merci pour ce que vous faites, vraiment, là, pour la différence que vous faites. Merci beaucoup.